Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé au Travail, l'émission, le live de Malakoff Humanis qui s'intéresse à la santé des salariés au travail, des managers au travail, dans ce nouvel environnement hybride. Alors aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce que le management peut être bon pour la santé des collaborateurs? Alors quand je dis les collaborateurs, c'est les collaborateurs, les managers. Est-ce qu'il peut limiter les burn-out au lieu de les accélérer? Est-ce que le management en clair, peut ne pas être toxique? J'espère que oui. On va en parler avec nos invités. On va parler de l'art du management comme facteur de bonne santé du salarié. Je vous signale que vous pouvez, grâce à LinkedIn, contribuer, commenter, questionner, pousser aussi un coup de gueule si ça vous fait du bien, n'hésitez pas. Et j'aurai toutes vos questions grâce à mon smartphone. Je vais vous présenter les invités que nous avons conviés à répondre à ces questions, aux questions posées par le management et son lien direct avec la santé ou indirect. Je suis avec Cécile Dejoux, elle est professeure des universités au CNAM à Paris et à l'ESCP Business School. Elle est directrice du Learning Lab Human Change. Cécile Dejoux, merci d'être avec nous. Vous nous entendez bien? Vous êtes avec nous? Voilà, elle est visuellement à fond. Psychologue du travail et président fondateur d'Empreinte Humaine, notre deuxième invité est Christophe Nguyen. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être là. Et Florence Ferretti, elle est DRH du groupe Canon France. Florence, bonjour. Bonjour David. Alors je vais vous donner un chiffre, tiens, pour commencer. 43% des managers estiment que le travail hybride a complexifié leur rôle. 23% de ces managers ont connu au moins un arrêt de travail ou un arrêt maladie en mars 2022 contre 17% en mars 2021. Ça veut dire 5% de plus pour ces managers. C'est une étude sur l'absentéisme et la santé mentale réalisée par Malakoff Humanis. Elle est toute récente puisqu'elle a quelques jours. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Cécile, d'ailleurs. Quel lien établissez-vous entre management et santé? Très rapidement, comme ça. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. C'est une magnifique question que vous ouvrez là parce que vous posez la question. Le premier point super important aujourd'hui, dans ce nouveau normal post-Covid, c'est de mettre la santé mentale au même niveau que la santé physique. Et ça, c'est essentiel. Et à partir du moment où on a posé ce postulat, les managers, parce que ce sont nos magnifiques relais dans l'entreprise, c'est eux qui ont maintenu et sauvé l'essentiel pendant la crise, et c'est eux qui aujourd'hui ont besoin, bien sûr, de toutes nos attentions, puisqu'ils sont en apnée, ils sont épuisés. Ces managers doivent vraiment être outillés pour permettre, bien entendu, que la santé... J'imagine que c'était le mot santé, mais comme le live est légèrement coupé concernant Cécile Dejoux, on reprendra ce qu'elle avait... Cécile, voilà. Vous avez été coupée dans votre élan. Alors, juste très rapidement, vous dites il faut faire le lien entre santé psychique et santé physique. Vous dites que les managers sont épuisés, que s'ils sont épuisés, ils ne pourront pas se soucier de la santé des autres. Grosso modo, on en était là au moment où ça s'est coupé. Il y a eu un bug. Vive l'informatique. Donc, j'espère que vous m'entendez. Oui. Est-ce que tout va bien? Super. Oui. Très bien. Ce que je disais, c'est qu'il est très important que dans les organisations, les entreprises, on mette le sujet de la santé mentale au même niveau que la santé physique. Et ça, c'est vraiment nouveau parce que très souvent, on va faire attention et on va prendre en considération un accident du travail ou on va prendre en considération une grippe, voilà, donc un accident physique, mais pas un accident psychologique. Et aujourd'hui, grâce donc à tout ce qui a été vu après la pandémie dans ce nouveau normal, c'est vraiment la santé mentale qui devient un sujet managérial. Donc, il faut savoir deux choses. Tout le monde peut être impacté, quel que soit son métier et quelles que soient en fait ses conditions de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a, deuxième facteur très important, il y a un surengagement des collaborateurs dans les organisations et très souvent, c'est quand on est surengagé qu'on commence à avoir des problèmes de risques psychosociaux ou de burn-out. Donc, tout le monde est concerné, la santé mentale au même niveau que la santé physique, et donc il faut des attitudes, des outils managériaux pour aider à cette acculturation. Cécile, on va parler de ces outils managériaux dans un instant. Mais avant ça, je voudrais demander à mes autres intervenants, à Florence, quel lien vous faites en tant que DRH au quotidien entre santé et management? Quel est ce lien pour vous?
pourrait penser qu'il ne devrait pas y avoir de lien, puisqu'un manager, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un psy. Et finalement, c'est ce qu'il est amené à devenir au quotidien. Ce qui est compliqué avec ce poste normal dont parlait Cécile, c'est qu'on tombe dans la santé irrationnelle. Avant, on était focalisé sur les accidents matériels du travail. Maintenant, les entreprises en font beaucoup plus en matière de RPS, risques psychosociaux. C'est pas rationnel, c'est compliqué à saisir et c'est très déroutant pour un manager car c'est très intrusif. En fait, on rentre vraiment dans l'intimité des collaborateurs. Donc le lien, il est très perturbant aussi pour le manager en tant que hiérarchique. Florence DRH de Canon, vous avez le sentiment que ces sujets vous occupent plus qu'avant? Beaucoup plus. Et auparavant, on faisait des plans de prévention des risques qui étaient très axés vraiment sur les risques physiologiques du travail. Ils ont complètement évolué, ces plans. Et d'ailleurs, les nouvelles normes sont en inflation autour de ces problématiques psychosociales. Christophe, vous, le lien que vous faites entre santé et management, de quelle nature est-il? Alors pour moi, le manager, c'est le premier acteur de santé. Non pas parce que c'est un psy ou un médecin, il ne faut pas qu'il le soit, il y a des acteurs pour cela. En revanche, il peut être en détection, en accompagnement et en précaution. Il y a un principe de réalité qui est qu'il y a des exigences, il y a des contextes difficiles, mais son rôle, effectivement, c'est de savoir être en précaution. Et vis-à-vis de ça, il peut être effectivement un petit peu en recul, en retrait par rapport à ces sujets, parce que justement, il n'a pas les limites qui sont posées. Et tout l'enjeu, c'est de savoir prendre en compte ces sujets, parce que c'est de la performance durable. On ne peut pas exiger d'un côté sans mettre en place les ressources de l'autre. Donc c'est cette idée de mettre en place des actions au niveau du management pour une performance qui soit durable. Et je pense qu'on sortira de cette idée d'une obligation légale supplémentaire qui fait fuir les managers parce qu'ils ne comprennent pas finalement comment ils peuvent être outillés. Vous avez le sentiment que les risques post-Covid auxquels sont exposés les managers et leurs collaborateurs sont différents, d'une nouvelle nature que ce qu'on connaissait avant? Oui, notamment avec le management hybride, parce que c'est le thème. C'est un formidable catalyseur de nouvelles opportunités, de repenser le travail, d'être plus efficace, d'avoir un meilleur équilibre des vies, de diminuer l'empreinte carbone. Enfin, il y a des enjeux très importants. Et d'un autre côté, c'est porteur de nouveaux risques, psychosociaux notamment. Et on voit qu'effectivement, il y a une augmentation de la question des burn-out, on va en parler, de l'épuisement, lié à un certain nombre de facteurs qu'on évoquera, qui concernent les collaborateurs et les managers, mais il y a des contraintes supplémentaires qui pèsent. C'est les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure de Malakoff-Médéric, on a les mêmes. Un manager sur deux dit que le travail hybride l'empêche de bien manager, parce qu'il a perdu ses repères aujourd'hui. Et ça, c'est très important, effectivement, de recréer ce cadre pour lui donner des repères clairs, pour savoir, on parlait de limites, où sont ses limites d'action, quel est son devoir, quels sont ses droits, parce qu'on a qui sont beaucoup déstabilisés, qui disent « je ne les vois pas beaucoup, mes collaborateurs, je ne vais pas commencer à les recadrer quand je les vois 2 fois par semaine ». Donc il faut qu'ils se repositionnent et je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire. Cécile Dejoux, vous qui êtes professeure au CNAM, à l'ESCP à Paris, vous avez le sentiment que le travail à distance nous a mis sous les yeux ou a amené d'autres problématiques de santé que celles qu'on connaissait avant? Et en quoi d'ailleurs le travail à distance pourrait être facteur de nouvelles pathologies ou de nouvelles souffrances au travail? Oui, il y a 3 réponses. La première réponse, c'est qu'en fait, dans le travail à distance qui a été mis en place, il a été en réaction face à une situation. Donc en fait, les gens se sont adaptés, les entreprises ont mis en place des outils et donc il n'a pas été en fait anticipé et il n'a pas été en fait suffisamment accompagné en temps réel. On a bricolé puisqu'en fait il fallait aller vers. En fait, on a été dans la stratégie du sparadrap. Donc, grand 1, un travail subi. Pour commencer, grand 1, un travail subi. Non, grand 1, un travail bricolé, un mode hybride bricolé. Deuxièmement, maintenant, on est dans, j'allais dire, une nouvelle structuration du travail. Et là, on voit vraiment les entreprises qui ont mis en place des nouvelles routines, des nouveaux rituels et celles qui restent dans le travail sparadrap. Donc, celles qui ont mis en place de nouveaux rituels, elles se sont beaucoup inspirées des startups qui travaillent 100% à distance et elles ont beaucoup travaillé sur l'hybride qui est séquencé, où on a beaucoup de temps sans ordinateur, beaucoup de temps asynchrone, beaucoup de temps où on va faire du one-to-one, où on va utiliser d'autres outils que simplement l'ordinateur, on va réenchanter le présentiel, etc. Donc, aujourd'hui, un bon travail hybride, c'est un travail qui est pensé en mode hybride et qui est créé ex nihilo et qui n'est pas une réaction à la pandémie.
Donc, il faut arrêter ce qu'on a pu faire comme stratégie de sparadrap pour être dans une nouvelle stratégie consciente, concertée, structurée du travail hybride. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'hybride va être chamboulé, chahuté par ce qui arrive très vite, qui est l'ensemble aujourd'hui des nouveaux dispositifs qui arrivent avec le virtuel, certains parlent de métaverse, qui là sonne le glas et la fin du mode hybride pour aller vers le monde immersif et vers un nouveau monde à distance qui est différent du monde hybride. Donc, mon message, il est très clair. Les accélérations, les incertitudes, l'ensemble des paradoxes qui sont monnaie courante face aux managers doivent être pris en compte pour créer aujourd'hui un kit de survie pour le manager hybride en l'amenant à réfléchir sur la transformation de son travail pour que petit à petit, il ne soit pas confronté à un nouveau tsunami qui est le monde immersif. Et je donne un seul exemple. Vous travaillez tous en mode hybride sur des plateformes. J'en cite une qu'on connaît tous, qui est celle de Microsoft, avec Teams. Aujourd'hui, dans Teams, on a des évolutions de paramétrage avec le monde hybride de Mesh. Donc, on voit bien qu'en fait, l'immersif devient le nouvel hybride. Et là, il va falloir absolument équiper les managers parce que sur la santé mentale, c'est 3 fois plus impactant selon nos études que le mode hybride. Pourquoi? Parce qu'on a l'ensemble de la variable temps, distance, lieu qui est totalement chamboulée. Mais attendez, en plus les casques de métaverse, ça donne envie de gerber, excusez-moi, mais c'est vraiment horrible. Moi, je n'ai pas du tout envie de travailler comme ça. Dès que j'en mets un, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Mais attention, David, bien entendu, aujourd'hui, de plus en plus de plateformes vous proposent de l'immersion sans casque. C'est tout l'art, bien entendu, de nouveaux mondes immersifs. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, l'hybride a besoin d'être pensé en tant que tel, et non pas en tant que réaction, mais en tant que nouveau mode de travail. Et aujourd'hui, on sait ce qui marche et on sait ce qui ne marche pas. Et attention, le mode hybride n'est qu'un pas vers de nouvelles façons de travailler demain, qui sera le monde immersif. Donc là, la santé mentale est primordiale et on va en parler tout au long de cette émission. Florence, vous, le travail à distance, ça a provoqué des nouvelles pathologies, des nouveaux coups de fatigue, des choses inédites par rapport, je dirais, au train-train et à la routine des problèmes de santé que vous observiez de là où vous étiez chez Canon à la DRH? Je dirais que ça les a accélérés ou intensifiés. Cécile vient de parler du métaverse. Dans la vraie vie, on n'en est vraiment pas là. Les entreprises, les petites, les grandes, elles n'ont pas aujourd'hui la capacité à se projeter matériellement, financièrement avec ce type d'équipement. Donc aujourd'hui, on doit fonctionner avec la réalité de ce jour-là. Et ça a accéléré, oui, en effet, des phénomènes peut-être de désengagement qui étaient déjà en train de grandir à l'intérieur de certains collaborateurs, ou de surengagement pour ceux qui n'arrivent pas à se poser des limites. Et ce qui était vraiment important pour nous, parce que comme l'a dit Cécile, ça nous est tombé dessus du jour au lendemain. On s'est retrouvé à devoir organiser le travail de milliers de personnes complètement à distance, en tout cas pour nos activités. Et c'était vraiment, pour éviter ces dérives, de mettre des jalons, de mettre des repères, souvent des sparadraps, et maintenant on passe à autre chose que le sparadrap, pour que justement les collaborateurs gardent des repères. Florence, vous qui êtes DRH de chez Canon, quel rôle ont pu jouer les partenaires sociaux dans cette période? C'est-à-dire ce qu'on appelait avant le CHSCT, quel est son rôle aujourd'hui? Est-ce qu'il est proactif, dynamique dans l'identification des problèmes de santé au travail issus du travail hybride? Il est majeur. Les partenaires sociaux ne sont pas seulement là pour négocier avec la direction, c'est aussi des capteurs de ce qui se passe sur le terrain. Ce sont des ambassadeurs, des collaborateurs qu'on a dans nos équipes. Et plus vous les interfacez, plus vous les intégrez dans ce que vous construisez, plus ils pourront aussi se l'approprier et le défendre. On a travaillé, je crois que je n'ai jamais fait autant de commissions SSCT avec les membres de cette commission que pendant la période du Covid, à distance, avec des nouveaux outils où on a réinventé le dialogue social sur la forme comme sur le fond. C'est très très important. On a signé des accords collectifs. Vous voulez bien maîtriser le télétravail, le faire adopter par tout le monde, négocier un accord collectif. Christophe, on parlait beaucoup de management toxique avant le Covid. Alors il y avait des unes du Nouvel Obs sur le harcèlement, les petits chefs, etc.
Est-ce que le management toxique s'est réinventé avec, avec le travail hybride? Est-ce qu'il y a de nouvelles subtilités dans la façon dont on peut emmerder le monde par son management? Oui, il y a eu beaucoup de controverses qui sont sorties, notamment avec les plaintes auprès de la CNIL sur les surveillances avec les caméras, sur effectivement des dérives managériales, mais qui de toute façon existaient avant. Et on va dire qu'aujourd'hui, le micromanagement à distance est particulièrement en difficulté, hein. Celui qui va devoir suivre à la lettre, au détail près, le travail de son collaborateur, ce qui est un peu écrasant, on va dire. Ça, effectivement, ça existe toujours. Moi, je n'aime pas ce terme management toxique parce que ça sous-entendrait que forcément, il y a des personnalités qui volontairement veulent détruire. Voilà. Je crois plutôt que les collaborateurs sont fiers de leur N+1, voire les trouvent très courageux, voire souvent s'inquiètent de l'état, hein, de leur N+1. Le sujet, je pense qu'il est un peu plus large et organisationnel, et il y a une question de culture managériale autour de ces aspects. Beaucoup de managers vous disent « je sais de faire le maximum, mais j'y arrive pas », hein. Il y en a peu qui vous disent j'adore détruire les gens et les voir souffrir et de détruire toute la valeur ajoutée. En revanche, il y a des organisations qui peuvent être néfastes. Effectivement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut effectivement s'appuyer sur ce qui existe et ce que la littérature scientifique nous montre comme étant des pratiques saines de management, vous le disiez, du healthy management, et qu'il faut le réinventer à distance. Comment on peut créer de la proximité psychologique malgré la distance? Être là, psychologiquement, je sais que mon chef est présent, il n'est pas à côté de moi. Comment le manager, lui qui avait besoin du café le matin pour dire bonjour, ça va Gérard, et tout de suite je savais s'il allait bien ou pas, je faisais ma détection, je prenais ma prise de température, je voyais dans l'open space si ça grattait un peu et je pouvais sans contrôler, hein, mais plutôt prévenir, aller voir mes collaborateurs en disant est-ce que je peux être utile, qu'est-ce qui se passe? Comment on le fait à distance? Donc il faut recréer les façons de fonctionner, il faut repositionner le management effectivement pour qu'il puisse être plus en suivi, et on parle des suivis, de la question organisationnelle. Un manager qui a 30 personnes à manager en direct, plus 10 prestats, il ne pourra pas faire ce travail de proximité à distance. La moitié disent qu'il va falloir diminuer la taille des équipes. Donc je pense qu'il y a une réflexion organisationnelle à avoir déjà, avant de tout faire peser sur le manager, parce qu'il a pris cher, hein, j'ai envie de dire. Et puis par rapport à ça, il faut l'aider et l'outiller, effectivement. Mais avant tout, il faut une réflexion globale. Et je crois que cette réflexion, elle doit être effectivement organisationnelle, lui donner les moyens, l'équiper, le former, et lui dire voilà ce qui est bon pour la santé de tes collaborateurs et pour la performance, et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors justement, ce qui est bon pour la santé des collaborateurs, on va en parler dans un instant, mais avant cela, les médecins généralistes, les médecins de ville, Florence des RH de Canon, ils ne vous ont pas toujours aidé en prescrivant quelque chose d'assez inhabituel et qui n'existe pas d'ailleurs en droit du travail. Oui. Le télétravail est devenu un nouveau médicament qu'on obtient sur prescription médicale. À la décharge des médecins traitants, ils sont là pour aider leurs patients. Vous avez eu des ordonnances où des médecins prescrivaient des jours de télétravail, pas des arrêts maladie. Oui, des attestations médicales de médecins traitants qui disaient voilà, mon patient, monsieur, madame, un tel, doit télétravailler à tel rythme, voire même à temps plein. Ce qui est très déstabilisant parce que ça, c'est le rôle du médecin du travail et pas du médecin traitant. Donc nous, entreprise DRH, on aménage des postes de travail avec pourquoi pas du télétravail, mais quand le médecin traitant s'y mêle, une fois de plus, c'est une frontière qui est brouillée. Dans mon entreprise. Et vous avez, sur les prescriptions des médecins ou sur les justifications de ces arrêts de travail qui n'en sont pas, ou de ces gens qui disent « je suis fatigué, donc je télétravaille à la maison, ça ne va pas, donc je télétravaille chez moi », au lieu de s'arrêter, puisque le télétravail, ça reste du travail au regard de la loi. Quels sont les motifs qui justifient ces dérèglements ou ces choses inhabituelles? Vous avez quoi? La fatigue, le burn-out? Qu'est-ce qui justifie? Beaucoup le trajet. Les collaborateurs souffrent énormément des temps de trajet. Auparavant, ils les subissaient de façon un peu aveugle. Ça faisait partie du quotidien. On s'est rendu compte avec la crise Covid qu'on pouvait faire autrement que de subir ce temps de trajet. Donc ça, c'est intervenu beaucoup dans l'équation. L'autre sujet, c'est que dans télétravail, en effet, il y a travail, mais le collaborateur qui rentre dans cette logique-là, c'est pas forcément par confort, parfois il dit à son manager, et ça va l'aider, écoute, je devrais m'arrêter parce que je suis épuisé, mais si je fais du télétravail, ça pourra m'éviter cet arrêt. Et ça, c'est pas très sain non plus. C'est pas très sain, mais ça peut être un de ces fameux sparadraps dont parlait Cécile, qui finalement va aider tout le monde, c'est un compromis. Mais ces compromis, s'ils ne sont pas cadrés, ils mènent à des dérives, d'où l'intérêt d'avoir des accords collectifs ou en tout cas un vrai cadrage pour tout le monde.
Alors, on a fait une sorte de diagnostic, hein. On a essayé de voir quels étaient les liens entre la santé, le management. Maintenant, on va essayer de voir ce que c'est qu'un management qui fait du bien, un management healthy, un management qui réduit, par exemple, les burn-out. Qu'est-ce qu'un management qui fait bien? Je vais poser la question à mes invités. Si vous nous rejoignez, sachez que je suis avec Cécile Dejoux qui est en Teams avec nous. Elle est professeure des universités au CNAM Paris et à l'ESCP Business School. Elle est directrice du Learning Lab Human Change. Christophe Nguyen est avec nous en studio. Il est psychologue du travail et président fondateur d'Empreinte Humaine. Et Florence Ferretti est DRH du groupe Canon France. J'ai appris un nouveau mot en préparant l'émission, c'est Healthy Management. Tiens, je voudrais votre définition à tous les trois, et elles peuvent être totalement différentes. Je m'en fiche du moment qu'elle est créative. Qu'est-ce que c'est que le Healthy Management, chère Cécile? Alors, tout d'abord, Healthy Management, ça n'existe pas. C'est un terme marketing buzz, je ne sais pas d'où il sort, mais il n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est le care management. Et le care management, en fait, c'est vraiment, pour ma définition, prendre soin. Mais donner les outils pour prendre soin de soi, prendre soin de ses équipes, de ses communautés, prendre soin de ses clients et prendre soin de la planète. Et donc ça, c'est vraiment un mouvement scientifique qui est vraiment né aux États-Unis depuis 5 ans. Et le care management s'assoit sur une vision holistique et transdisciplinaire et surtout s'assoit sur 3 strates. Comment redonner à la personne les systèmes d'alerte, les systèmes qui lui permettent déjà de savoir quand ça ne va pas. C'est physique, le malaise vagal, je ne dors pas assez, je commence à avoir mal au dos, j'ai mal aux mains, etc. Très important. Moi, je l'ai eu cet hiver. Je témoigne, j'ai eu tout ça cet hiver. J'ai eu tout ça cet hiver. Attention David. Ah ben, je courais dans ma cage comme un hamster. Ça s'est terminé en larmes chez mon manager, qui a été super. Et puis ensuite, j'ai été voir mon cardiologue préféré, qui ne m'a pas du tout soigné le cœur, il m'a soigné la tête. Je suis le cobaye de service. Génial. Donc ça, c'est le premier centre du care management. Le deuxième centre, c'est l'équipe. Comment on peut mettre en place, sous une image, celle du ricochet, des équipes autour des entités de travail, autour des communautés de travail pour aider chacun à avoir ce système d'alerte. Et puis troisièmement, on a un système de management et un système d'énergie. Donc ça, je pourrais en parler plus précisément. J'ai fait plusieurs vidéos et il y a une chaîne YouTube qui interviewe justement les DRH sur le care management. Et c'est aujourd'hui une des priorités des DRH. Et je dirais même que c'est le sujet 2023. Donc je rejoins complètement Florence et Christophe. On est dans un sujet stratégique, un sujet qui est lié aussi à la performance, car plus les collaborateurs iront bien et surtout, plus on en prendra soin, plus en fait on aura de la productivité. Mais voilà, je voudrais rajouter 2 éléments. Donc le premier élément, on n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est un élément crucial. Toutes les études montrent qu'en fait, les premiers qui sont aujourd'hui face au RPS, au burn-out, ce sont les jeunes. Et on a un vrai sujet sur tous ces jeunes qu'on veut attirer dans nos entreprises, ces talents d'aujourd'hui et de demain, qui aujourd'hui sont en souffrance. Donc on a un sujet sur les jeunes. Et le deuxième sujet, c'est on n'en parle pas beaucoup, et c'est essentiel parce qu'il ne faut pas oublier donc, que la chaîne Malakoff Humanis s'adresse vraiment à la santé du travail dans sa globalité. C'est qu'on peut très bien ne pas être concerné soi-même par un problème de RPS, de burn-out ou de santé mentale, mais être avec quelqu'un, un conjoint, un enfant qui est concerné par ce problème. Et aujourd'hui, dans la société, rien, mais rien n'est fait pour celui qui vit avec quelqu'un qui a un problème donc de santé mentale et de burn-out, et on ne sait pas quoi faire quand on est face à ça. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ces 2 sujets que je voulais compléter par rapport aux propos de Florence et Christophe. Le focus sur les jeunes, le focus sur celui qui vit avec, et sur lequel, donc, c'est important également d'avoir un vrai discours et une acculturation. Donc, healthy management, ça n'existe pas. Revenons aux vrais termes scientifiques.
Qui est le care Attendez, management. attendez, Cécile, sur le LC Management qui n'existe pas, vous remplacez par Care Management, vous avez un débat avec Christophe. Moi, je lance. Christophe, c'est vous qui m'avez J'adore les appris débats. ce mot, Oui. LC Management. Oui, c'est des publications de France Intillaire, Jean-Pierre Brun, qui ont publié dans des grandes revues internationales avec comité de lecture. Moi, je m'appuie sur ces travaux-là. Après, Mais est-ce que il vous ne peut y en parlez pas de la avoir même chose quand vous parlez Care Management, LC Management, c'est un oui, peu. alors moi, je ne suis pas sur les questions de leadership, de vision, Ouais. voilà. Je suis vraiment sur les pratiques quotidiennes de management, très concrètes. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un management qui vous connaît individuellement? Est-ce qu'il connaît vos sources de motivation? On parle beaucoup de reconnaissance, mais au-delà de l'argent, au-delà du statut, est-ce qu'on connaît de façon individualisée de quoi ont besoin les gens, et y compris de la prise en compte parfois de leur sphère perso? Est-ce que le management est en soutien? Est-ce qu'il connaît le travail aussi se faire? Et je pense que la question de connaître le réel du travail va se poser pour les managers, parce que la question du suivi de la charge de travail à distance est un vrai enjeu, et notamment avec les demandes de flexibilité de plus en plus importantes des salariés, de pouvoir mieux équilibrer leur vie, de se reconnecter à je ne sais quelle heure. Alors la question du droit à la déconnexion a complètement explosé avec ces derniers mois, et je pense qu'il va falloir recréer ça avec un management qui sait être au clair, et notamment suivre la charge de travail et dans l'activité de travail. Et pour moi, c'est ça le LC Management. Florence, cas pratique d'une certaine façon, chez Canon, comment la problématique du Care Management ou du LC Management arrive jusqu'à vous et comment vous la faites ruisseler, si j'ose dire, jusqu'aux managers de l'entreprise? Comment vous les sensibilisez à ça? Si tant est que vous les sensibilisiez à ça. Ah oui, on fait des formations, de la sensibilisation, des ateliers, des groupes de parole pour que chacun puisse partager son expérience. Je rejoins Christophe sur le contrôle. Contrôler un collaborateur à distance, c'est pas le fliquer, c'est pas toxique, c'est l'accompagner, c'est l'aider, c'est à garder des repères. Quand on contrôle un collaborateur, on lui apporte de l'aide. On lui évite parfois des dérives. Donc ça, c'est du care management aussi, de garder cette hygiène-là. Après, il y a des choses qui sont un petit peu moins hard skills, mais plus soft skills, c'est redonner l'envie, redonner de l'énergie. Vous savez, dans la dépression, on dit que les gens qui sont dépressifs n'ont plus envie de rien. Et ce mot de l'envie, de redonner l'envie d'aller au travail, de croiser ses collègues, de prendre les transports, de se coller dans un open space, eh bien c'est possible. Donc c'est vraiment cet enjeu-là qu'il faut mettre sur la table, et les managers, ils sont clés là-dedans, et distiller de l'énergie. Parce que tout ce qui est atone, en fait, nuit à l'envie. Donc, par exemple, nous, on s'attelle énormément à faire des petits événements, faites de la musique ici. Aujourd'hui, vous organisez ça. Il y a un orchestre chez oui, Canon qui arrive. Voilà, ce qu'on n'a jamais fait auparavant, parce qu'on a compris à quel point il fallait mettre le paquet sur l'énergie, l'envie, les ondes positives, good vibes, je dirais. Oui, le besoin de retrouver les collectifs, parce que je crois que ça a été très mis à mal effectivement avec la distanciation, tout le monde l'évoque, et c'est pas pour ça que les gens veulent revenir forcément dans les bureaux. Ça dit quelque chose de la relation, du besoin d'être avec son manager ou pas, et de la valeur ajoutée de finalement ce qu'on va faire dans les locaux. Et on voit que les gens attendent plus d'interaction, mais aussi de coopération, de faire des réunions dans les locaux, d'échanger, découvrir des nouvelles personnes, vivre des expériences positives, alors qu'à distance, ils préfèrent s'isoler, travailler sur des dossiers de fond, ne pas être embêtés, par exemple. Et je crois que ça, il faut reconfigurer la question du travail au regard aussi de l'efficacité, quoi. Oui, les faire C'est ça. revenir. Sinon, après, il y a un point de bascule et on ne récupère plus les gens. On en perd. Alors, c'est des minorités, mais ce point de bascule, il faut vraiment le surveiller. Il faut les ramener. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les tensions sur les effectifs. Il y a déjà pénurie, il y a des services en sous-effectifs. Bon, on ne vous fait pas un dessin, mais les urgences, l'hôpital, et il n'y a pas que l'hôpital, on parle aussi du secteur de la justice. Et puis il y a des boîtes où on ne peut pas recruter, où on n'a pas de visibilité, etc. J'imagine que les sous-effectifs sont un facteur de mauvaise santé au travail, puisqu'il y en a qui bossent, surbossent, ils surtravaillent, et puis on ne recrute pas. Est-ce que ça, c'est un sujet? Comment le traiter? C'est pas évident, d'ailleurs, vous le disiez. On ne sait pas qui va être là, on ne sait pas l'année prochaine si on sera en sous-effectif, sur-effectif. Est-ce que ça fait partie de la santé au travail, la gestion des effectifs ou pas? Complètement. On a deux aspects là-dessus. D'abord, on a ceux qui attrapent le Covid, et je connais peu de personnes dans mon entreprise qui ne l'ont pas eu, même si tout le monde ne dit pas tout, moi non plus, mais écoutez, peut-être que je l'ai eu sans le savoir. Mais... Moi j'en connais, la productrice de cette émission n'a jamais eu le Covid, c'est comme ça. C'est ce qu'elle dit peut-être. Donc voilà, ceux qui l'ont eu, et de nouveau et encore,
Et puis ceux qui ont subi les effets secondaires, l'isolement, le mal-être du Covid, tout ça a augmenté l'absentéisme. Or, l'employeur, il ne peut pas anticiper qu'un matin, un lundi matin, il va avoir tout un open space à l'isolement. Donc, c'est extrêmement compliqué. On est à flux tendu là-dessus. Et oui, ça pèse sur les équipes derrière. Ça pèse sur le manager qui doit gérer ça en plus du reste. Oui, ça pèse énormément. Cécile Dejoux, vous qui faites des formations, qui faites des webinars ou des vidéos, je suis directeur général d'une boîte et justement, tiens, j'ai un gamin mal dans sa peau, ma femme est en burn-out tous les 2 jours, on est hyper dans la compétition, dans la performance, on adore bosser, on est des brillants sujets et tout le monde travaille. Puis à un moment donné, la mécanique se grippe et moi, directeur général, j'ai une prise de conscience et je dis, tiens, je vais mettre en œuvre un care management dans ma PME de 500 personnes. Très concrètement, ça commence par quoi? Alors, c'est une magnifique question parce que c'est une situation qui n'est plus exceptionnelle et c'est une situation, en fait, qui caractérise de nombreuses organisations. En fait, ça commence déjà par avoir un vrai système d'alerte. Un système d'alerte, c'est un système de feu, vert, rouge, orange. Et c'est un système qui peut être fait, et on le voit énormément, il y a une explosion de startups dans ce domaine avec des questionnaires, mais c'est un système qui peut être fait par les individus et qui peut être fait aussi par la communauté. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment vous pouvez avoir un système d'alerte avant que le problème n'arrive. C'est un peu, si vous voulez, comme dans les systèmes de sécurité ou dans les usines, on met des scénarios en place alors que l'incident a failli arriver mais n'est pas arrivé. Vous voyez, c'est un peu la même chose, mais sur un autre domaine et sur le territoire de la santé mentale. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est le management par le care. C'est par exemple, quand on fait de la communication, être très, très, très positif sur la communication positive, savoir ce qu'est la communication positive, apprendre, quand on est en hybride, à envoyer des kudos, à envoyer du positif, des emojis, avoir des petites apps. C'est quoi des kudos? Oui, je connais le sudoku, mais pas les kudos. Voilà, ce sont des sourires faits de façon virtuelle et on vous envoie du positif, de la gentillesse, du bonheur. C'est ça, hein, Cécile, cœur pour vous. Voilà, ça peut être ça, non mais c'est fait de façon virtuelle, c'est tout l'intérêt. Donc, vous avez des apps là-dessus, donc c'est très intéressant de voir qu'il existe des outils numériques pour pouvoir avoir du positif différent, du présentiel, dans l'hybride et dans le numérique. Donc ça, c'est important, il y a l'aspect communication. Après, il y a l'aspect organisation. Imaginez que vous ayez quelqu'un qui est en maladie, on en parlait tout à l'heure, il a 2 jours d'arrêt. Est-ce que vous êtes dans la logique classique où vous vous dites qu'au bout de 3 mois d'arrêt, vous commencez à chercher un remplaçant? Ou est-ce que vous êtes dans une logique où vous vous dites, je ne vais pas commencer à chercher un remplaçant, je vais peut-être regarder le contexte, je vais peut-être essayer de le mettre avec une autre personne, etc. Quelle est la stratégie par rapport à des événements qui sont des événements de la vie? Et là, vous avez des entreprises passionnantes qui ont des stratégies spécifiques. Je pense au DRH de Sony qui explique très bien ça. Et c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres façons en fait d'envisager la maladie, qu'elle soit à court, moyen ou long terme, dans cette stratégie de care management. Et puis vous avez plein d'autres domaines, on n'a pas le temps de les aborder ici, sur l'organisation du travail, sur la décision, sur le recrutement, l'engagement, sur bien sûr la motivation et sur tout ce qui est l'évaluation et le contrôle. Et là, on fait différemment quand on est dans une logique de care management. Donc, système d'alerte, système de management. Et dernier élément, 3e phase de la fusée, Florence en a parlé, c'est l'énergie. Et pour ça, la meilleure chose, c'est de donner l'autorisation à chacun de savoir s'arrêter. Vous avez de très grandes entreprises qui parlent d'écologie personnelle, c'est-à-dire prendre le pouvoir sur son temps, prendre le pouvoir sur ses priorités et dire, voilà, pendant une demi-heure, là, maintenant, je vais m'occuper de mon écologie personnelle, je vais m'occuper de ma santé mentale, je vais faire quelque chose de différent que la réunion team ou que le dossier, etc. Parce que là, soit c'est mon agenda et je l'avais noté, soit c'est que j'en rejoins un besoin physique et j'en ai besoin. Et ça, c'est une nouvelle façon d'organiser son temps. Donc pour moi, et je terminerai là-dessus, il y a 2 éléments. La santé mentale va être de plus en plus prégnante avec l'ensemble des modes hybrides, l'ensemble des éléments immersifs et l'ensemble des éléments en management d'intelligence artificielle qui vont pousser le management par notification.
Donc, il faut équiper les managers pour pouvoir rester équilibrés. Et pour ça, eh bien, j'appelle ça les compétences de centrage. Ce sont les compétences qui font que vous êtes humain, qui sont à égalité avec les compétences pour être IA compatibles. C'est tout ce qui est autour de la gestion du temps, des priorités, de l'énergie, de l'attention et bien sûr de la mémoire qui font que vous pourrez continuer à raisonner. Voilà, donc si vous voulez, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui des pratiques passionnantes, mais en tout cas, dans le care management, on est sur un changement de posture et un virage. Le point d'inflexion, c'est maintenant. Cécile a soulevé plein de points, évidemment, mais elle en a soulevé deux qui sont intéressants, particulièrement par rapport à notre discussion. Le premier, c'est les maladies qu'on connaissait déjà. Il est en dépression chronique, elle a un cancer du sein, il gère je ne sais quoi, il est aidant, parce que ça aussi, ça tape sur le système et sur la santé. Est-ce que, avec le Covid, les confinements, l'hybridation du travail, on gère ces problèmes différemment aujourd'hui? Est-ce qu'on les aborde différemment? Parce qu'après tout, il n'y a pas que les nouveaux mots du travail, dans le nouveau travail. Il y a aussi les anciens qui restent. On a toujours autant de cancers, on a toujours autant de cancers du sein, on a des maladies chroniques. Est-ce qu'on les gère mieux grâce à l'expérience de l'hybridation du travail ou au contraire, ce sont des nouveaux challenges? Christophe? Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, il y a un héritage de cette crise où on est allé très loin, ça tous les DRH le disent, dans l'intimité des personnes et dans leur vie privée. Et ce qui a beaucoup déstabilisé les managers, et qui d'ailleurs, ça leur a pesé énormément sur leur santé mentale, de devoir prendre en charge ça, voire de un peu se sacrifier jour et nuit pour être présent et en soutien de leur équipe. Donc il y a une phase de récupération, je pense, qui est importante. Et ce qu'on entend partout, c'est une augmentation de l'individualisation. C'est-à-dire moi d'abord, mes exigences, mes problèmes, avant ceux du collectif. Donc je crois que là, il faut recréer ce cadre-là. C'est d'abord le travail, d'abord les exigences, d'abord bien faire le boulot, et ensuite, on va voir ce qu'on peut mettre en place Parce pour que le aider les personnes collectif fait du bien. Le Si on collectif n'est fait que du dans bien. l'individualisation, on va perdre tout le soutien social et tout Effectivement. ce que le collectif apporte Voilà. de réconfort, de C'est ça. confidence, de veille. Et je vais vous donner un secret de psy. Ce qu'on fait, nous, pour aider les gens, c'est du soutien social. Et c'est ça dont on sait que c'est un des plus puissants facteurs de protection pour la santé mentale. Et c'est ça qu'il faut recréer. Et je ne crois pas que les métaverses, les casques vont recréer ça. On l'a vu avec les apéros virtuels, ça a saoulé tout le monde. C'est le cas de le dire. Donc je pense qu'il faut vraiment recréer des collectifs et de nouvelles façons d'interagir, mais autour du travail. Et ça me paraît important. Ensuite, la vie perso, elle est importante, il y a des étapes, la santé des personnes, mais elle doit se faire au regard du travail et pas de façon déséquilibrée, en individualisant tout, au risque de créer des sentiments d'inéquité. On a parlé des problématiques de cohésion sociale entre les cols bleus et les cols blancs, ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont déménagé à 350 km, ceux qui effectivement peuvent revenir, ceux qui ont des locaux chez eux qui permettent de télétravailler ou pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de recréer un peu ce contrat, un peu moral. On a parlé beaucoup des contrats et des avenants aux contrats liés au télétravail, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut discuter et expliciter le contrat moral. C'est quoi le deal ensemble? Pourquoi on est ensemble? Et il faut revenir sur des fondamentaux, surtout dans une période d'incertitude qu'on connaît. On a entendu, sans qu'elle le dise d'ailleurs, mais enfin, les soft skills, il en était question dans l'intervention de Cécile, c'est cette façon de se recentrer et d'être sensible aux autres et à soi. Est-ce que concrètement, ça signifie quoi chez vous, chez Canon, Florence? Ce sont les compétences les plus compliquées à gérer. Ce qu'on appelle les hard skills, c'est des compétences techniques. Je vais apprendre une langue étrangère, je vais apprendre Excel. C'est méthodique, ça s'apprend. Les soft skills, c'est irrationnel, ça relève du savoir-être, de la personnalité, des valeurs, et ça ne se change pas comme ça. Voire certains vous diront que ça ne se change pas du tout. On est empathique ou on ne l'est pas, on est patient ou on ne l'est pas. Donc quand on doit faire évoluer, comme en ce moment c'est le cas, les soft skills des managers, des collaborateurs, de la direction générale, c'est un challenge qui est très compliqué à faire évoluer et ça prend beaucoup de temps, alors que comme l'a dit Cécile, on a dû être en réaction immédiate du jour au lendemain. Surtout que les managers peuvent vous dire, mais de quoi tu te mêles? Sur mes aptitudes, pas de problème, mais sur mes attitudes, sur ma façon d'être aux autres. C'est un générateur, oui, c'est un générateur de risques psychosociaux. Les défaillances en termes de soft skills, ça alimente
ça accélère les risques psychosociaux. Et dans le télétravail, il y a eu un fantasme au démarrage aussi des salariés qui se disaient « enfin, je vais pouvoir être jugé uniquement sur ma productivité et ce que je livre, et plus par les à côté, ce que certains appellent la comédie, les soft skills. » Ou la note de gueule. Ou la note de gueule. C'est l'inverse. Qui est du favoritisme. C'est l'inverse parce qu'à l'écran, tout explose. Ouais. Tout est déformé. Effectivement. Et on voit aussi que ceux qui éprouvent aussi le plus de difficultés en santé psychologique, ce sont ceux qui, justement, ont l'impression d'être vus uniquement comme des machines à produire et qui n'ont plus cet informel, ce relationnel, ce retour, finalement, ce collectif. C'est cette assistante qui dit moi, je fais exactement le même boulot chez moi, sauf qu'avant, les commerciaux y passaient, ils me disaient « ça va, est-ce que tu peux le faire ?» Et ça changeait tout. Et elle disait, est-ce qu'on me considère finalement? Avant, je dialoguais un peu sur le travail. Et il faut continuer à pouvoir dialoguer sur le travail. Et c'est ça, je pense, un des apprentissages, chose qui n'a pas été fait partout aujourd'hui, je pense, de façon un peu construite. Un dernier mot qui nous permettrait de peigner tout ce qu'on s'est dit dans le sens inverse. Jusqu'où doivent aller les managers dans ce que certains pourraient appeler une forme de maternage, de manager nounou, où poser le curseur de manière à avoir un management qui fait du bien, qui soit efficace, qui mette les salariés à l'aise, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en confiance, qu'ils n'aient pas la tentation justement de s'en aller ou de se mettre en arrêt maladie, mais sans que le manager n'y passe sa vie et y perde la santé d'ailleurs à s'occuper de celle des autres. Florence. Un manager, ça reste un manager, comme son nom l'indique. Le manager copain, il brouille les pistes. Même s'il en a envie, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais à vouloir être trop bienveillant, on oublie d'être aussi exigeant. On est là pour travailler, Christophe l'a rappelé, le collectif, l'entreprise. Donc le manager nounou, à vouloir être trop bienveillant, ne rend pas service à son collaborateur. Le jour où il y a une situation à traiter un peu compliquée, les codes seront plus valables, seront brouillés. Donc, on a lancé des formations qui s'appellent « Équilibre entre management bienveillant et management exigeant ». C'est une question d'équilibre. Jusqu'où? Pas trop loin, David. Cécile? Je laisse répondre Christophe et je réfléchis. D'accord. Moi, je dirais que l'exigence, c'est de la bienveillance. C'est-à-dire être exigeant envers son collaborateur, c'est vouloir le faire grandir, c'est lui faire du retour, lui parler vrai. Et parfois, derrière bienveillance, on entend manque de courage, manque d'authenticité. Ou démagogie. Démagogie, tout ça. Et blabla. Et donc, je pense que c'est important, effectivement, de ne pas caricaturer ce qu'est la bienveillance. Pour moi, la bienveillance, c'est une valeur fondamentale de toute relation humaine. Je pars du principe que tu ne me veux pas de mal et je ne vais pas te juger pour ce que tu es, ce que tu n'es pas. Je vais être factuel avec toi et je vais être dans l'exigence de notre relation, qu'elle se passe bien. Voilà. Et je vais même être exigeant encore mieux pour que tu sois en bonne santé. Mais pourquoi être en bonne santé? Pas juste parce que je suis médecin, je suis manager, parce que j'ai envie que tu fasses un bon boulot. Et toi aussi, tu veux faire un bon boulot. Et donc, je pense que le dialogue doit être autour de ça, autour de comment on peut faire, au regard de ce que tu vis, pour continuer à faire un bon boulot. Simple que ça. Cécile, vous avez le mot de la fin, figurez-vous. Oui, alors n'en abusez pas. Non, deux petits, vous m'arrêtez si j'en abuse, mais c'est pas mon objectif. Je voudrais juste faire deux petits bémols pour qu'on soit bien d'accord. Il y a une alerte que je voudrais dire. Je suis tout à fait d'accord avec Christophe quand il dit c'est important en fait d'avoir du présentiel. Or, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez attirer des jeunes talents, beaucoup veulent des contrats full remote. C'est juste, je ne porte pas le jugement, je pose juste un constat. Donc la question est, comment peut-on faire du care management avec ces nouvelles générations qui plébiscitent et qui vont là où il y a du full remote pour de nombreux profils recherchés, pas tous bien entendu, la généralité de ma carrière. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Je ne dis pas que demain, tout le monde va être dans le métaverse et dans les casques. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention. Il y a une tendance où aujourd'hui, les grands pourvoyeurs d'environnements collaboratifs numériques montent des plateformes où on est ensemble. Et là, je dis attention, ça va jouer sur la santé mentale beaucoup plus que le management hybride. Ça, c'est le second point. C'était deux petites précisions que je voulais donner. Maintenant, pour moi, il y a trois éléments clés. Le premier élément clé, c'est que dès que quelqu'un rentre dans l'entreprise, il faut lui faire une formation au management. Or, malheureusement, on ne forme les managers que lorsqu'ils sont seniors ou bien plus tard. Or, c'est très important parce qu'on ne forme pas au management dans les écoles. C'est très important
de former au management, même un manager, pour savoir qu'est-ce que c'est un recadrage, qu'est-ce que c'est un feedback et qu'est-ce que c'est la relation à l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment un premier point basique. Le deuxième point, c'est que c'est dans la transparence que nous amène le numérique et que va nous amener aujourd'hui de plus en plus de care management qu'il faut vraiment anticiper, valoriser et sur laquelle il faut vraiment appuyer. Dans la transparence, on doit dire quand on va pas bien. Et ça doit pas être la punition, mais ça doit être très bien, on prend acte et derrière, eh bien tout le monde, ok, est concerné et c'est positif de dire qu'on va pas bien. De même qu'une start-up, elle échoue, mais ça lui permet d'apprendre. De même, quelqu'un peut dire moi ça va pas bien en ce moment et c'est quelque chose qu'on a le droit de dire. Donc la transparence sur la santé mentale. Et le troisième point, c'est la confiance. Avant, on allait dire que ça n'allait pas qu'aux médecins du travail parce que c'était la honte si on disait que ça n'allait pas. Eh bien maintenant, il va falloir pouvoir le dire au manager et pas s'attendre à une sanction, mais s'attendre au contraire à un aménagement, une compréhension. Donc pour moi, ces trois éléments, former au management en appuyant sur le care, la transparence et dire quand ça va pas, et la confiance, c'est-à-dire aller au-delà de la sphère du médecin du travail, c'est très important. Pour ça, je vous invite à visionner une magnifique interview faite à Singapour, dans la chaîne YouTube sur la santé mentale chez Otis à Singapour, qui explique que Singapour a été isolé pendant 2 ans. Aucune grande entreprise, aucun collaborateur n'a pu sortir de cette île. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu explosion de burn-out et les grandes entreprises ont mis en place un plan de santé mentale totalement original et il est expliqué dans cette interview et il y a plein de recettes pour ceux qui veulent aller dans le vif du sujet. Merci. Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM Paris et à l'ESCP Business School, directrice du Learning Lab Human Change. Merci d'avoir été avec nous. Un grand merci à Florence Ferretti, DRH du groupe Canon France, qui va fêter la musique avec ses collègues aujourd'hui, puisqu'un orchestre va venir jouer live au siège de Canon France, ça va être canon. Et Christophe Nguyen, psychologue du travail et président fondateur d'Empreinte Humaine, merci de vos éclairages. Objectif santé au travail, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bel été. Vous pouvez revoir évidemment l'intégralité des émissions sur le site de Malakoff Humanis. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt. Salut.